Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Donc, dans ces journées de travaux, nous avons peut-être plus à développer ici la santé mentale et peut-être plus le côté civilisation demain. Cette thématique que je vais moi prendre sous l'angle civiliser et se civiliser, régression, éducation, santé mentale, est bien entendu très d'actualité puisque c'est l'année de la santé mentale, mais à cause nationale et également la toxicité des réseaux sociaux, c'est quelque chose de très actuel. Mais pour sa part sur la civilisation et ce questionnement que cela amène chaque fois qu'on voit, par exemple, les violences que vous venez de nous dire et qui sont vraiment assez intolérables et assez insupportables parce qu'on ne s'y fait jamais à la violence, hein, eh bien, ça interroge depuis longtemps et ça inquiète les penseurs. Pour Norbert Elias, une civilisation est un processus. Alors certes, on peut dire que le processus de contrôle des pulsions et l'éducation des sens et de la sensibilité va dans le sens de la civilisation et surtout de la canalisation de la violence, mais on peut penser qu'il existe une sorte d'entropie, comme la nomme Alain Petit, que des périodes de régression s'intercalent entre les périodes de progrès et que rien n'est jamais acquis partout, entièrement, ni pour toujours. Et c'est peut-être quelque chose de ce genre que nous observons actuellement, car si le progrès technique est incontestable, ce n'est pas le cas du progrès moral. Plutôt que civiliser, je crois qu'il est plus juste de dire se civiliser, car on ne peut pas civiliser quelqu'un d'autre que soi. Il faut que chacun se civilise lui-même en participant de la volonté commune d'accepter les lois, les règles communes, les us et coutumes. Il s'agit de se civiliser, de s'humaniser. Alors bien sûr, pour les enfants, ils ne peuvent pas décider pour eux-mêmes encore. C'est là le rôle de l'éducation et de la transmission, deux termes inséparables de celui de civilisation. Ils ont fait tous les deux l'objet de codification, entre autres, on le disait et Monsieur le Préfet l'a rappelé, dans des rituels très variés qui permettent aux jeunes de s'intégrer peu à peu comme membres de la communauté, partageant cette civilisation. C'est pourquoi aussi une civilisation, il n'y a pas une civilisation, mais des civilisations. Chacun a amené les rituels qu'il pouvait pour ce travail de civilisation. Ce que l'on appelle la civilisation occidentale est actuellement en train d'inquiéter beaucoup ses membres, vous le voyez, chacun à ses niveaux, par des symptômes graves qui émergent et se répandent en plus avec la célérité de la fameuse toile qui permet justement presque une instantanéité. Alors, le rapport de la commission d'enquête TikTok est très inquiétant et la transformation psychique que l'usage des réseaux sociaux peut entraîner chez des enfants et des jeunes en construction doit nous faire réagir, doit faire réagir les responsables de leur santé mentale. C'est-à-dire la santé mentale, c'est la possibilité même pour l'humanité de poursuivre son évolution ou bien alors d'en sortir, ce que certains certainement souhaitent et ce pourquoi ils ont déjà investi beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Alors entrons dans l'analyse du sujet avec Cynthia Fleury, que je vais citer, qui a créé la chaire de philo qui nous accompagne dans nos colloques, et dans ce lieu d'enseignement et d'éducation qu'est le collège Albert Camus, qui nous fait l'honneur de nous recevoir et de chercher à travailler avec nous grâce à son principal Thierry Peloux, à Bernard Suzarzik, mais aussi un autre prédécesseur encore, Bernard Langlais, et toute l'équipe éducative qui a fait ce petit travail de recherche qu'on présentera à la fin. Nous pouvons approcher la santé mentale ainsi, je la cite: l'éducation, c'est un enseignement de la séparation, de cette aptitude à produire un jour une autonomie consciente de son interdépendance, mais consciente également de la solitude réelle. Ce jeu subtil de l'apprivoisement de la distance, de la coupure, de la symbolisation. Autrement dit, ce qui permet de couper sans faire disparaître, ce qui permet de maintenir la présence de ce qui est absent, c'est cela, la santé mentale. Cette frustration sublimée, Freud lui donne un nom,
la culture, la civilisation. Il est impossible de ne pas se rendre compte dans quelle large mesure l'édifice de la civilisation repose sur le principe du renoncement aux pulsions instinctives et à quel point elle postule précisément de la non-satisfaction de puissants instincts. Ce renoncement culturel régit le vaste domaine des rapports sociaux entre humains et nous savons déjà qu'en lui réside la cause de l'hostilité contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter. Alors, disons un mot, tant que nous sommes sur l'éducation et la santé mentale, au sujet de l'éducation positive. À ses débuts, dans son contexte social de l'époque, souvent dur, moins sensible à la souffrance des enfants, il apportait beaucoup. L'éducation positive apportait un grand pas. Et elle tenait compte des besoins éducatifs réels, comme le rappelle Caroline Goldman, qui est souvent mise en avant et à partie des fois. L'éducation positive offrait une place à la fois à l'amour et à la tendresse, à l'éducation du côté intellectuel et, troisièmement, aux limites éducatives. Or, dit-elle, par des spécialistes autoproclamés, le troisième volet a été rongé. Alors, évidemment, cela pose de grands problèmes puisque ça menotte les parents dans l'exercice de leur autorité. Ça va même très loin puisqu'elle reçoit très régulièrement des parents qui lui disent « mais on a le droit de punir ?» Et elle doit leur expliquer que oui, on a le droit de punir, que c'est même conseillé quand il y a besoin, avec des punitions absolument non violentes et qu'elles étaient même à l'origine, ces punitions, tout à fait dans la littérature de l'éducation positive. Et qu'une bonne punition, c'est une punition qui fait son travail, c'est-à-dire qui limite efficacement l'enfant sans dommages collatéraux pour sa structuration psychique. Elle parle du time-out à adapter, du moment de mise à l'écart un petit peu et de réflexion, de concentration. Alors, nous avons constaté lors des entretiens pour la recherche que nous avons fait ici que parfois les interdits et les sanctions sont différents à la maison et à l'école et que les punitions physiques existent parfois à la maison. Les rituels que chaque civilisation met en place pour permettre son édification sont très variés et on a parlé avec les professeurs qui nous ont dit comment ils essayaient de mettre des rituels communs au collège, dans leur classe et c'est vraiment un grand mérite parce que il y a 30 nationalités représentées à Albert Camus. Je voudrais dire aussi que quand le père ou celui qui tient lieu de père n'exerce pas sa fonction, n'exerce pas l'autorité qui lui échoit, il laisse une place à la tyrannie des pères PAIRS à l'école, dans les lieux de sport, dans la rue, ce dont nous a parlé un des éducateurs en insistant sur la mise en compétition de ces rituels scolaires avec ceux de la rue et la violence que ça peut engendrer. Alors, je dis clairement la question, qui va dire à un jeune aujourd'hui « tu ne tueras pas ». Alors, que dire des écrans ? Cette façon nouvelle pour certains parents, quand ils n'en peuvent plus, de faire garder leurs enfants. L'écran n'est pas comme la nounou, contente à la fin de son travail de garde, de prendre son dû et de partir. Il veut être là tout le temps, car il est fait justement pour être là tout le temps, pour qu'on veuille qu'il soit là tout le temps. Quant au travail d'apprentissage de la séparation, qui, nous l'avons dit, est le propre de l'éducation, de l'école, des parents, des adultes qui éduquent, l'écran ne le permet pas et il est même, encore une fois, conçu pour cela, rendre aussi dur que possible la séparation. L'écran doit faire corps avec l'individu, car cela ne concerne pas que les enfants. Faire corps avec celui qui le possède. L'écran doit devenir non pas cet autre soi-même de Cicéron, Érasme ou Montaigne, mais une portion à part entière de son propre soi-même. Seulement les adultes qui sont tombés dans l'écran quand ils avaient déjà eu accès à une certaine autonomie sont moins en danger que les enfants qui, comme Obélix dans sa potion, sont tombés dans l'écran petits, non développés, non finis. Comment se sortir de cet enfermement, de ce manque qui n'est pas celui que nous souhaitions faire apparaître, un manque stimulant, un manque venant de l'autre, mais qui est le manque intégré à soi artificiellement
et qui n'est autre que celui de l'addiction. Pour ce qui est des réseaux, voici la conclusion de préadolescents à qui j'avais demandé de lire le livre Instagrammable qui les a réellement beaucoup inquiétés. Ce livre nous montre que la vie des adolescents actuellement est affreuse et que les gens souffrent énormément de la méchanceté des uns envers les autres et de la réalisation possible concrètement de cette méchanceté grâce aux moyens techniques qui existent, à savoir les portables et Internet. On a l'impression qu'il y a de la haine partout. La lecture de ce livre me confirme que je veux faire un métier loin des écrans. Notre conclusion, c'est qu'un téléphone est très utile pour parler à des gens à distance, pour passer un bon moment avec eux alors qu'on est loin, ou pour envoyer des messages de temps en temps, mais pas pour le reste. Internet ne devrait pas être systématiquement installé sur les téléphones et les réseaux sociaux devraient être réservés aux adultes. 10 ans, les enfants. Dans les réseaux sociaux, on ne voit absolument pas apparaître la vraie amitié. Et pire encore, on voit clairement qu'on a raison d'avoir peur de nos amis, entre guillemets, parce que nous sommes presque sûrs que la confiance en eux peut se retourner contre nous. Cela détruit la possibilité d'une amitié sincère. Toute marque d'amitié que l'on aurait donnée à un vrai ami, réel, présent, nous avons peur désormais de la donner parce qu'on sait que tout peut nous échapper et partir sur les réseaux vers des centaines de personnes et encore pire dans une version modifiée, trafiquée. Ce groupe a sincèrement peur des conséquences d'une amitié trahie sur les réseaux sociaux. Et un groupe très mûr, je trouve. Il donne des idées, on dirait presque aux politiques. Et à l'âge où l'amitié profonde et durable est nécessaire au développement préparant à la séparation progressive de la famille, le retentissement sur la santé mentale est très inquiétant. Alors, 2 mots de la santé mentale. C'est un terme qui est apparu vers 1940-1960. Et l'OMS et l'UNESCO ont été très actifs dans le domaine et ils ont abouti en 1960 à la première année mondiale de la santé mentale. Alors, est-ce qu'on peut parler de santé mentale comme on parle de santé physique ? Si on pose la question, c'est qu'on pense que c'est non. Si la santé physique peut se comprendre comme une organisation de fonctions ayant des objectifs précis atteints dans un organisme, dans une personne, et en même temps, dès la naissance, une entropie qui ne cesse de conduire vers la désorganisation et la mort programmée par la vie, si, comme Canguilhem, on peut dire que c'est la capacité de tomber malade et de s'en relever, ou comme le riche, le silence des organes, on voit bien que la santé mentale, elle ne peut pas s'envisager de la même façon. La santé physique d'un individu n'interfère pas beaucoup avec les autres individus, sauf peut-être pour les infections, les accidents et les guerres, c'est déjà pas mal. Mais la santé mentale, elle ne se conçoit qu'entre chaque individu et ceux qui l'entourent. Elle dépend de son intégration et de sa participation au collectif, ainsi que du retour qu'il en a comme être singulier et de langage à la place qu'il occupe dans ce collectif et qu'on doit lui donner. La santé mentale s'inscrit dans une relation saine et codifiée entre les êtres humains et dans l'acceptation du principe de réalité transmis par les adultes éducateurs, sinon il n'y a pas de monde commun. Rappelons aussi, pour dire la position très délicate de la médecine actuellement, que la médecine est un art, pas une science pure. C'est un art de la relation associé à l'exercice, à la pratique d'une épistémée très massive, faite de très nombreuses sciences, et que la technique s'ajoute maintenant à la science. Mais je précise aussi clairement que possible, car l'obscurantisme et le président, c'est difficile de dire le mot Trump, et nous l'a montré encore ces jours-ci avec ses idées sur le Doliprane. Donc, dans sa partie scientifique, la médecine, dans son support épistémique, il n'est pas question, évidemment, d'autre chose que de science, de connaissances prouvées, actualisées, et non l'irrationnel, l'occulte ou les croyances. Et ça doit rester cela, même en psychiatrie, où le travail est encore plus délicat et où le transfert a une place encore plus importante. Alors, la santé mentale, elle a pour grande particularité
résultant de tout ce qu'on vient de dire, d'être l'affaire de tous finalement. Par le soin, le fameux care, et l'apprentissage de l'attention à l'autre dans la famille, à l'école, au travail, au sport, c'est le processus de civilisation qu'on développe. Et cela a en retour un effet bénéfique sur la propre santé mentale de celui qui le pratique. Mais ce care doit pouvoir se réaliser et ne pas être un vain mot ni un vœu pieux. C'est ainsi un concept politique. Mathieu Bellassem, qui est psychiatre et aussi qui alerte souvent, n'hésite pas à alerter sur l'utilisation abusive ou détournée de cette expression. Il dit « La santé mentale est un outil d'invisibilité des problématiques systémiques. Elle permet de faire du repérage sur l'individu et de s'exonérer de penser le cadre. On parle par exemple de santé mentale au travail, notamment des risques psychosociaux. Mais cela permet de ne jamais questionner un management délétère. » Alors, la santé mentale, est-ce qu'elle existe comme la santé physique, comme expression de la génétique et essentiellement en tous les cas comme expression de la génétique d'un sujet et l'action sur l'environnement quand on peut agir, ou bien est-ce qu'elle est beaucoup plus dépendante puisqu'elle dépend de tous les autres qui entourent le sujet depuis la naissance jusqu'à sa mort? Et dans ce cas, on peut dire que la santé mentale d'un sujet dépend beaucoup aussi de la société où le hasard l'a fait naître. Et on peut penser que la santé mentale va être très différemment appréciée dans une société solidaire ou individualiste, patriarcale ou égalitaire, ou chaotique ou religieuse ou fraternelle, coopérative ou impérialiste. C'est la société qui finalement va être à la fois le résultat de ce que la santé mentale va produire, mais elle va produire la santé mentale. Alors, un mot de ce que l'Ordre des médecins avait dit pour cette année de la santé mentale. Il voulait mettre 4 objectifs prioritaires: la déstigmatisation, le développement de la prévention et du repérage précoce, l'amélioration de l'accès aux soins partout sur le territoire français et l'accompagnement des personnes concernées dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne. Mais il s'inquiétait évidemment et il constatait les ressources trop rares, la psychiatrie qui souffre d'une désaffection chez les étudiants en médecine et en pédopsychiatrie des urgences à tous les niveaux. Quant au ministre de la Santé, Yannick Neuder, mais je ne sais pas si c'est toujours lui, il avait dit à propos des fake news qui affaiblissent la science en général et qui minent la confiance dans le système de soins en particulier: la désinformation en santé n'est pas une opinion, c'est un risque. Elle met en danger nos concitoyens et affaiblit nos systèmes de soins. Alors, pour conclure, je dirais que l'expression santé mentale ne doit pas être prise à la lettre dans son opposition à la pathologie, ni dans le seul cadre de la médecine ou du psychosocial. La santé mentale, c'est essentiellement la capacité de s'en sortir avec la finitude de l'homme, de s'ouvrir à l'altérité et de créer des relations avec les autres, de prendre soin des autres et d'accepter que d'autres prennent soin de nous, d'accepter qu'il y a et qu'il y aura toujours de l'impossible et du manque, de réagir quand on se cogne et se recogne au réel, d'essayer de s'en sortir par la création et la sublimation, puisque c'est pouvoir passer de la frustration à la sublimation. Elle ne peut advenir, cette santé mentale, sans une éducation accomplie, généreuse, courageuse, puisqu'elle doit aider à entrer dans le principe de réalité, mais aussi propice au développement de la singularité de chacun. Étant constamment en équilibre précaire du fait des nombreuses interdépendances relationnelles et émotionnelles de chaque être humain, la santé mentale est une question qui est aussi politique, et on le voit avec ce que nous a dit Monsieur le Préfet, et que les démocraties doivent tenir comme un de leurs objectifs les plus importants pour que la civilisation puisse poursuivre le processus qui rend possible de vivre non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Alors, pour notre part, pendant ces 3 jours, cherchons à comprendre comment la santé mentale s'est altérée et le lien que cela peut avoir avec les symptômes sociaux qui font parler certains de décivilisation. Peut-être aurons-nous des pistes pour des solutions. Mettons-nous au travail et ne laissons pas se détruire le socle commun des normes sans rien faire. Voilà, 3 jours pour ce travail-là.
Alors. Nous allons commencer la première intervention avec Dany Robert Dufour, qui est un philosophe que j'apprécie beaucoup et que je remercie infiniment d'avoir participé. Et il a dû rester à Paris, c'est pour ça qu'on va mettre la technique en marche. Mais il va nous apporter de nombreuses connaissances sur ce qui se passe autour de nous, dans ce qui nous inquiète, car il a beaucoup travaillé récemment et depuis très longtemps dans ce domaine, et que son livre intitulé « Sadique époque, comment en sommes-nous arrivés là ?» sort le 2 octobre, mais nous avons la chance d'avoir la primeur dans son intervention. Voilà, on va mettre